Alors, donc, comme je viens de vous dire, donc, la documentation, vraiment, il est très bien fournie, et avec beaucoup d'exemples et avec du code que vous pouvez tester, hein. Donc, alors, la première des choses à savoir par rapport à AngularJS, c'est que c'est un système, donc c'est un framework qui va nous permettre à la fois de créer des applications SPA, Single Page Application, hein, pour le web, mais aussi pour mobile. Donc on dit ici, chez Google, on dit c'est une plateforme. Et on verra plus tard qu'on va utiliser aussi un outil euh, client, donc une commande qui va nous permettre de bootstrapper une application, d'ajouter les différents éléments au niveau de l'application de manière à respecter un peu le standard Google et qui va nous permettre donc d'être productif et bien orienté au niveau de notre production. Alors, Angular, il est modulaire. La première des choses fondamentales, c'est qu'il est modulaire. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous allez créer donc vous allez créer votre application. Forcément, au minimum, vous allez avoir un module à créer, d'accord? Mais vous pouvez, si vous avez une grande application, et vous allez les scinder en plusieurs modules. Deuxième des choses, puisqu'il est modulaire, certainement, vous allez trouver des modules qui sont développés ailleurs, que vous allez pouvoir intégrer dans votre application. Et ça, c'est une approche qui est vraiment très, très intéressante, parce que vous allez voir que plus tard que plein de fonctionnalités, vous allez les trouver ailleurs, et il suffit de savoir intégrer les différents modules dans votre application. Donc la première des choses, c'est ça. Quand vous créez un module, le noyau central toujours d'un module, c'est que vous allez avoir la notion de composant. Et Google, ils sont vraiment orientés vers le futur du web, et donc ils utilisent des composants web. Et donc alors c'est quoi un composant web? Et donc aujourd'hui on va se centrer un peu là-dessus, sur la notion de composant web. Alors un composant web, il est constitué à la fois d'une classe JavaScript, donc on va utiliser TypeScript. Et Google, il vous dit, hein, donc si vous allez un peu vers la documentation, on vous dit, vous pouvez écrire avec JavaScript ou TypeScript, mais dans la réalité, vous êtes obligé d'écrire avec TypeScript. Et donc, quand on va dire une classe, on va dire une classe TypeScript, d'accord? C'est-à-dire dans le sens où on va utiliser le typage, etc. Bien sûr, cette classe, pour qu'elle soit utilisée, ben, elle doit être transpilée en JavaScript ES5 pour qu'elle marche sur tous les browsers. Donc, il va y avoir une classe et de l'autre côté, il va y avoir un template. Alors, un template, c'est le code HTML du composant. Alors, quand je dis un composant, ça va être une balise. Mais ça va être une balise, un composant web. Ça va être une balise propre à vous. Et on va voir tout à l'heure que dans votre document, vous allez avoir la racine de votre application. Ça va être une balise qui est du composant racine, un composant racine. Et à l'intérieur de ce composant, vous pouvez créer d'autres composants, etc. Donc on va créer une hiérarchie de composants. Mais aujourd'hui, on va faire le focus sur un seul composant et on va maîtriser un peu tous les aspects relatifs à ce composant. Alors, deuxième des choses, donc pour faire le lien entre le template, le template, c'est là où on va définir quel est le format HTML de notre composant. D'accord? Et au niveau du code de la classe, ici, qu'on va définir en bas, on va définir un peu les interactions et les propriétés, etc., les méthodes qu'on va utiliser pour interagir avec notre template. Le but, c'est d'avoir cette interaction. Alors, l'interaction, il va se faire en deux sens. Dans un sens, ça va être le property binding, et donc on parle de data binding. Alors, le data binding, ça veut dire que quand je modifie une propriété au niveau de la classe, un attribut, quand je modifie un attribut ici, il va se refléter de manière automatiquement au niveau de mon template, c'est-à-dire au niveau de l'affichage. D'accord? Et deuxième des choses qu'on va avoir très souvent au niveau des applications, c'est l'interaction avec l'utilisateur ou même avec l'application en réagissant à des événements. Et donc, quand vous avez des événements, par exemple un clic, eh bien, vous allez pouvoir interagir avec votre code, c'est-à-dire avec votre classe TypeScript ici qui représente votre composant. D'accord? Alors, bien sûr,
Quand vous créez un composant, par exemple, qui va accéder, qui a besoin de données, il va aller chercher, par exemple, dans le web, eh bien, vous n'allez pas tout implémenter à l'intérieur du composant. Ça, il faut séparer les concerns, il faut séparer les choses. Et donc, si j'ai besoin d'aller rechercher des utilisateurs avec une API, etc., eh bien, on va créer des services. Et quand on va créer des services externes, ça va être tout simplement des classes, on va voir, donc on testera ça après, des classes qui vont être responsables d'aller faire la tâche, aller chercher les utilisateurs, par exemple. Et donc, on va externaliser ça et Angular, il utilise un mécanisme d'injection de dépendance. Alors, je suppose que vous avez fait ça en Java, l'injection de dépendance. Aucune idée? C'est pas grave, hein. Ça veut dire que derrière, Angular, il va mettre en place un objet qui va être responsable de vous injecter au niveau de vos composants les dépendances dont il a besoin. Et qu'est-ce qu'on va faire nous au niveau de nos classes ici? On va tout simplement déclarer au niveau du constructeur de la classe quel est le service dont on a besoin, d'accord, le nom du service, et Angular, parce que les composants, ce n'est pas nous qui les créons, c'est le framework qui va les créer. Nous, on va juste les définir. Et à un moment donné, dans le cycle de vie de votre application, Angular, il va créer le composant, ça veut dire qu'il va instancier la classe. Eh bien, c'est lui qui va injecter le service. Et donc, nous, on va créer le composant, on va créer le service, et on va lui dire qu'on veut que ce service soit injecté dans mon composant. Et ça va se faire de manière automatique. Vous allez voir que ça rend les tests vraiment très, très faciles, et ça vous permet de vous concentrer sur le composant d'un côté, et vous pouvez le tester de manière séparée, et de l'autre côté, vous pouvez vous concentrer sur le service, et le tester de manière séparée, indépendamment du composant. Et ça rend vraiment le développement très facile. Alors, quand vous prenez tout ça, le composant, un composant, c'est à la base une directive. Alors, c'est quoi un composant? Donc, vous allez voir que au niveau de, quand on va commencer à développer, vous allez trouver des balises qui ne sont pas des balises HTML. C'est des composants. D'accord? C'est des composants web. Et donc, alors, un composant, c'est une directive. On va trouver aussi des attributs, nous allons les utiliser tout à l'heure, dans des balises, on va utiliser des attributs qui ne sont pas standards. Eh bien, ce sont des attributs qui sont définis par Angular, et donc on appelle ça des directives. Hein, juste quand vous entendez le nom directive, ben, il faut... Voilà. Alors, au niveau de la programmation d'un composant, par exemple, vous allez avoir toujours donc ici la définition des métadonnées. Et donc, on va créer ici une classe très simple. Et on va créer donc un template qui va représenter le code HTML. Et comment on va dire avec ce qu'on appelle des métadonnées, on va voir tout à l'heure un exemple, enfin ça, des métadonnées qui vont permettre à notre classe de rester toujours claire, c'est juste une classe, d'accord? Et on va ajouter les métadonnées qui vont faire le lien avec le framework Bootstrap, framework Angular, pour lui dire que ça c'est un composant, ça c'est autre chose, etc. Alors, les différents éléments. Donc, pour étudier AngularJS, donc on a dit qu'il est modulaire. Ça veut dire qu'on va trouver la notion de module. Quand vous créez une application, vous aurez au minimum un module. Et donc, quand vous créez un module, vous allez dire, maintenant, vous avez un module, mais vous pouvez ajouter d'autres modules. Eh bien, le premier module, ça va être le module racine. Et dans ce module, ça va être le module de votre application. Si vous avez besoin d'autres modules, ben, il faut indiquer que votre module dépend d'autres modules. Et donc, un module peut dépendre d'autres modules, etc. Et on va créer une hiérarchie aussi de modules. D'accord? Deuxième des choses, ça c'est les fondamentaux, hein, les composants, c'est ce qu'on vient de voir ici. Et donc, aujourd'hui, on va se concentrer sur ça, sur les composants. Troisième chose, donc vous avez les templates. Les templates, en général, donc ici, vous voyez, ils font partie des composants, mais on verra tout à l'heure qu'on va écrire des templates, c'est juste des fichiers HTML. Hein? Donc, HTML, bien sûr, avec des directives qu'on va inclure dedans, hein, des directives Angular. Vous avez les métadonnées, c'est ce qu'on a ici. Alors, les métadonnées, vous allez voir ici tout à l'heure au niveau du code,
que quand on parle de métadonnées, ça va commencer toujours par, ce sont des fonctions. Ça va commencer par arrobasque et ça va permettre d'augmenter votre classe. Donc en général, une classe ou un attribut, etc. D'augmenter, et c'est Angular qui va faire le nécessaire pour augmenter votre classe. Le data binding, c'est ça. Quand on parle de data binding, c'est ça. Et donc ici, quand on prend les deux ici, on dit le two-way data binding dans les deux directions. C'est-à-dire votre modèle au niveau de votre classe, s'il y a une propriété qui change, ça va se refléter sur la vue, ce que l'utilisateur voit au niveau de la page. Et vous pouvez par exemple modifier une zone de texte, et ça va se refléter par exemple au niveau d'une propriété ici, c'est l'autre direction. Et donc on parle de two-way data binding, d'accord? Et vous avez les directives. Alors les directives, ça va être tout ce qui est nouveau, qui n'est pas du HTML que vous connaissez d'habitude. Ça va être des balises qui sont nouvelles, ça va être des attributs qui sont nouveaux, et vous pouvez vous-même créer vos propres directives. Je peux créer une directive que je vais appeler show first, ou la show on init, etc. Vous ajoutez cet attribut à votre balise, et il va exécuter un certain comportement par rapport à ça. Donc on peut créer des directives. Les services, ils sont fondamentaux, ça vous permet de séparer les concerns, je ne sais pas comment traduire ça. Et donc, les tâches, par exemple, pour loguer, c'est un service, je peux le créer à l'extérieur et j'utilise l'injection de dépendance pour l'ajouter à ma classe. Et donc ici, injection de dépendance. Ce sont les concepts fondamentaux qui tournent autour de AngularJS. Donc on ne va pas aller très loin. Le truc maintenant, on va commencer. Par quoi commencer? Alors par quoi commencer? Donc vous allez vers Setup. Donc on vous dit ici que sur GitHub, vous avez un projet de base. On ne va pas se concentrer sur les outils, comment compiler et tout ça. Et ils ont tout préparé pour nous. Donc la phase développement, donc on l'a complètement ici. Il suffit d'aller cloner ce projet, c'est Angular, c'est d'Angular 2. Et donc pour la version Angular 2, on met Angular tout court, on ne met pas Angular JS. Et donc vous avez ce Quick Start. Je clone ça. J'ai déjà créé donc un projet vide où il n'y a rien ici, et j'ai Angular 21. Et on va tout simplement cloner. Et donc je fais git clone, ou vous copiez le truc, le zip, et vous le dézippez. Donc git clone ça, et je le mets dans un dossier X. Alors je le mets dans un dossier X, et on va faire... parce que quand vous faites git clone, il faut que le dossier dans lequel vous clonez, il faut qu'il soit vide. Il se trouve que ce dossier n'est pas vide ici. Quand j'utilise un projet au niveau de WebStorm, il crée un dossier caché qui s'appelle .iba. Il existe. Donc, il ne va pas me cloner directement ici. J'aurais pu lui dire git clone machin dans le dossier courant. Il ne va pas accepter. C'est simple. Non, nous, on va cloner. On va prendre tout ce qu'il y a dans le dossier X ici. Et on va le déplacer. Et on va le mettre ici dans notre dossier à la racine. C'est tout. Et j'enlève mon dossier X. Ah, c'est une manière détournée pour... Alors, donc, ici, quand vous faites ça, la première des choses à faire, c'est que si vous allez vers package.json, vous allez trouver que notre projet ici dépend il y a plusieurs dépendances. Il y a les dépendances de votre application, future application, c'est ça, c'est le minimum. Et donc, on pourrait ajouter d'autres choses, d'accord? Et puis, vous avez les dépendances pour le développement. Eh bien, il faut installer tout ça. Bien, pour installer tout ça, c'est npm installer. npm install. Et il va m'installer toutes les dépendances qu'il va trouver dans package.json. Alors, donc en attendant qu'il m'installe tout ça, bien sûr, ici au niveau du fichier package.json, j'ai ici les scripts que je peux exécuter. Donc il y a plein de scripts. Pour le moment, donc vous avez Start pour exécuter donc en live. Quand vous faites des modifications, ça va se reporter directement et ils seront visualisés au niveau du browser, etc.
I to I, c'est end-to-end pour les tests, etc., LinkedIn, etc. On s'en fout. Nous, on va utiliser une seule, c'est Start. Mais j'attends que ça se télécharge, d'accord? Et ça va nous lancer notre page de base ici, qui est la page index.html. Alors, je l'ouvre cette page pour qu'on voit déjà qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors, on voit déjà que ça attache une feuille de style CSS, celle-ci. Il y a un taille 250%, couleur 3369, etc. D'accord? CSS. Au niveau de mon fichier ici, index.html, il y a des scripts ici, on vous dit c'est des polyfills pour que ça fonctionne sur tous les browsers. D'accord? Et puis ici, donc alors, si vous allez tout en bas, ici, alors il y a bien sûr System.js ici, c'est une configuration pour notre application et on ne va pas toucher à ça pour le moment, d'accord? Voilà, donc, et puis, si on va vers le HTML, vous avez une première balise qui s'appelle MyApp. Et donc, c'est une balise non standard. Ça veut dire que c'est une balise qui provient d'un composant Angular. Et ça va être le composant racine. Et donc, plus tard, on va créer, donc, à l'intérieur de ce composant, lui-même, il peut faire appel à d'autres composants qui eux-mêmes peuvent faire appel à d'autres composants, etc. Donc, on vérifie s'il est chargé, oui. Alors, à partir de là, vous pouvez exécuter les scripts qu'on a dit ici, au niveau de start. Donc, pour exécuter un script, c'est npm run start, le nom que vous avez ici. Et ça va exécuter le script. Alors, le problème, donc, on ne sait pas d'où il vient. On verra ça après. Donc, alors, ce qu'on a fait tout à l'heure, donc, il fallait faire, donc, normalement, npm start, et ça doit démarrer. Et quand ça démarre, ça vous donne ça. Donc, vous avez ici, ça lance le browser. Et donc, vous avez Hello AngularJS. Alors, vous pouvez inspecter aussi, donc, voir s'il y a des erreurs. Vous faites console. Et là, vous allez voir ici s'il y a des erreurs, etc. au niveau de la console. Alors, on revient donc ici au code. Alors ici, à chaque fois qu'il y a des modifications, il y a une WebSocket entre le browser et donc ça met à jour directement. Alors, le dossier important dans lequel il faut commencer, c'est le dossier app. Et dans le dossier app, vous avez plusieurs fichiers. Et ici, on est dans WebStorm, il organise un peu les choses. C'est des fichiers TS, TypeScript. Si vous cliquez ici, vous allez voir main.js. Et vous allez voir ici main.js.map. Donc ici, il a compilé ça pour nous. Yeah. Et donc, ça nous permet de voir donc, le focus sur TypeScript. Alors, si j'ouvre le fichier main.ts, c'est le fichier qui va lancer mon application. Et donc ici, vous voyez ici Import Platform Browser Dynamic. Et c'est dans une application en production, on ne va pas avoir ça. Et ici, Platform Browser Dynamic, c'est ce qui fait que nous avons l'interaction avec le browser pour le développement. D'accord? Et je lance mon application ici avec ça. Donc, il suffit de savoir que c'est ça le truc de base. Et je vais lancer un module, le module racine. On avait dit une application doit avoir au moins un module. Le module racine, c'est celui-ci et c'est celui qu'on a importé ici. J'utilise ce module, je l'importe. Il est où? Il est dans app.module. App.module, le voici. J'ouvre app.module. Alors, dans app.module, vous voyez ici qu'il a aussi, il importe des choses. Il importe d'Angular Core, le noyau d'Angular. Et puis, il importe aussi des trucs, on s'en fout. Mais il importe un composant ici, app component. Et ce app component, c'est celui qu'on a ici, ce fichier qu'on a là. Et ici, vous voyez, tout à l'heure, on parlait d'annotation, de métadonnées. Les métadonnées, vous vous souvenez des métadonnées? Alors donc ici, quand vous démarrez votre application, ici, la notation
arrobas ng module définit un module. Donc si on veut définir d'autres, chaque fois qu'on va vouloir définir un module, on va utiliser des métadonnées comme ça. Donc ici, mon module, il dépend des modules que vous avez ici, browser module. D'accord? Pour utiliser l'annotation, cette annotation ng module, c'est ici, il faut l'importer, il est dans le corps. Et puis, au niveau de mon application, il va utiliser uniquement app component, un seul composant qu'on a défini. Plus tard, quand on va définir d'autres composants, on va les ajouter ici, parce que notre application va les utiliser. Ici, dans Declaration. Et on avait dit que quand une application, en général, ça va être un ensemble de composants hiérarchiques, avec un composant à la racine. Pour nous ici, tout à l'heure, on avait vu que c'était MyApp, si vous vous souvenez. Et donc, MyApp, c'est avec ça qu'on va bootstrapper l'application. Ça va être le composant racine. Et au-dessous de ça, on va avoir une hiérarchie. D'accord? Donc, pour aujourd'hui, on va se concentrer sur App Component. Alors, App Component, et donc, il vient d'où? Eh bien, il vient du fichier app.component.ts. Et donc, si je vais vers app.component.ts, voilà ce que j'ai dans app.component.ts. Alors, qu'est-ce qu'on a donc ici, on utilise encore des métadonnées. Vous voyez ces métadonnées? Alors, à chaque fois que vous voyez arrobas, ça veut dire que c'est des métadonnées. Et donc ici, component, c'est une métadonnée que j'ai importée de corps. C'est quelque chose qui appartient à Angular. Et donc, j'ai défini deux choses ici. J'ai défini un sélecteur, et ce sélecteur CSS. Ici, MyApp, je suis en train de créer un composant web qui s'appelle MyApp. Et c'est ce que nous avons ici dans index.html. Dans index.html, vous avez ici MyApp. D'accord? Et donc, alors ici, si je reviens vers mon composant ici, et puis, qu'est-ce qu'il contient, mon composant? Il contient un template. Et donc, le template définit le code qui est dedans. Alors, vous voyez ici qu'on utilise ES6, les backticks pour les chaînes de caractères. Et donc, ici, hello, name. Et alors, c'est quoi ce name? Eh bien, dans la définition de la classe ici du composant, mon composant s'appelle AppComponent. Et il contient un seul attribut qui est name et qui a la valeur Angular. Alors, pour tester, donc si vous faites ici JS, si vous revenez dans votre browser, après un certain temps, eh bien, il va changer. Alors, il y a une erreur ici qui apparaît. C'est un truc ici, oui, c'est une erreur HTTP. Serviceworker.js. On va enlever ça, on va juste créer un fichier serviceworker.js. Comme ça, il ne va plus nous afficher du rouge, parce que le rouge, ça fait peur. Donc, c'est service, je pense, worker.js. Et vous pouvez faire des choses ici, c'est du JavaScript. Hein, console.log loaded. Loaded. Ctrl S. Et donc, on ne va plus avoir ce problème. Vous voyez loaded ici. Donc, voilà. Ça veut dire que ce fichier, il est chargé et exécuté. Hein. Vous pouvez faire des choses dedans si vous voulez. Mais donc, worker, service worker, les workers, ça vous permet d'exécuter des choses en parallèle avec l'event loop principal de JavaScript. Des choses en parallèle. Alors voilà, donc alors, le premier composant, c'est ça, donc App Component. Et alors maintenant, on avait dit tout à l'heure, il y a deux choses fondamentales. Donc ici, vous avez votre composant. Il est caractérisé par les métadonnées, c'est ça les métadonnées. Et il est caractérisé par une classe. D'accord? Et vous avez un template. Le template, le voici. Le template, ici, vous voyez qu'il est à l'intérieur du composant lui-même. Si je reviens au schéma qu'on avait vu tout à l'heure dans Angular, c'était ici dans, je pense, architecture. Architecture, ici. On est en train de faire le focus sur ça. La classe, c'est ce que nous avons en bas. D'accord? Les métadonnées, pour nous ici, c'est @component, auquel on a passé un objet littéral qui contient pour le moment deux choses, qui contient selector, c'est le nom de la valise, et qui contient template, c'est le contenu HTML.
Et donc ici, la relation qu'il y a, on a ici ce chemin ici qui est utilisé ici pour le binding. À quel niveau ici? En utilisant ici la notation double moustache. Je suis en train de lire l'attribut ici qui s'appelle name de mon composant. D'accord? Et tout à l'heure, quand j'ai modifié ici JS, dans la page, on écrivait hello Angular JS. D'accord? On va donc faire le focus uniquement ici. Vous allez voir que c'est vraiment la puissance va venir d'abord si vous savez créer des composants qui sont bien. Alors les composants, ils vont intégrer deux choses. Une partie de la vue, c'est le template, et une partie dans laquelle vous allez donc faire, on va dire, des traitements, c'est à ce niveau. On va supposer, alors maintenant j'enlève tout ça. Et donc ici, si vous voulez, donc on peut tout enlever et reprendre, c'est très facile. Mais donc ici, je suppose qu'on va vouloir gérer par exemple des contacts. Des contacts. Alors si je veux gérer des contacts, ici donc c'est TypeScript, j'écris contacts et je vais créer un tableau. Alors au niveau de TypeScript, si vous... Oui? Ah, ici, donc il va pas trouver, ici vous avez fait une interpolation pour afficher name, il va pas trouver l'attribut name, tout simplement. D'accord? Normalement, non. Donc il y a deux trucs qui travaillent en même temps. Donc chaîne vide, pour lui. Ça va? Alors des fois, donc vous êtes obligé de réactualiser pour s'assurer des choses. Donc ici, il n'y a pas de problème. Il n'a même pas dit qu'il y a une erreur. Et pour lui, donc la variable ici que vous avez mis, name, il ne correspond à rien. D'accord? Alors ici, donc alors, on va supposer qu'on va créer des contacts. Et donc ici, je crée une contacts, un tableau. Et donc il faut typer. Alors il faut savoir que TypeScript, il fait de l'inférence. Si vous faites par exemple contact égale Toto, eh bien ici, il comprend que la variable contact, il est de type string. D'accord? Ici, il infère. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais vous pouvez le faire si vous voulez. Deux points, variable contact, il est de type string. D'accord? Et donc ici, si je change ici, contact, eh bien, il va m'écrire hello Toto. On va voir ici un beau hello Toto. Voilà. Ça va? Et moi, je ne veux pas un seul utilisateur, je veux plusieurs utilisateurs. Et donc ici, je veux gérer plusieurs utilisateurs. Je vais créer une autre variable, je vais l'appeler contacts avec S. Il s'agit d'un tableau, par exemple, de string. Donc je peux, pour définir ça, donc dire string et mettre ici des crochets pour dire qu'il s'agit d'un tableau de string. Et je peux l'affecter si je veux. Et donc on va affecter, on va mettre ici Toto, virgule Momo. Alors ici, virgule Momo, virgule Lolo. Et donc voilà mon tableau. Alors quand je fais aussi encore ça, je ne suis pas obligé de faire ça, il va inférer, il va savoir qu'il s'agit d'un tableau de string. D'accord? Alors si je veux maintenant les directives de base qui sont définies dans le corps de AngularJS. Alors je veux afficher ici, donc au lieu de hello, on va dire ici gestion des contacts. On va gérer les contacts. Et je veux afficher les contacts. Alors pour afficher mes contacts ici, on va aller, donc il va falloir qu'on commence par parcourir les différents contacts. Donc on peut être tenté de faire UL. Et à l'intérieur de mon UL, je vais mettre ici un LE. LE. Et vous voyez que vous avez aussi la génération automatique de code, c'est bien. Et donc dans mon LI, je veux à chaque tour de boucle, enfin on va créer une boucle, je veux créer autant de LI qu'il y a d'utilisateurs. Pour faire ça, vous avez des directives. Alors les premières directives à connaître, il y en a vraiment trois très intéressantes, surtout deux. Il y a ngIf et ngFor. Hein? Et donc alors je vais les utiliser, donc on va se jeter à l'eau. Donc ngFor, alors
G for. Et alors, cette directive, elle permet de faire quoi? Eh bien, il permet de parcourir un itérable. Ici, il s'agit d'un tableau. Donc ici, je fais let, et ça c'est du ECMAScript 6, let, C, off, ça aussi c'est ECMAScript 6, pour parcourir un itérable. Il y a la structure off, et donc ici, contact. Alors ici, ce qui est intéressant ici, c'est le contact que vous voyez là, c'est exactement le contact que vous voyez là. Je suis en train de parcourir ça. Et chaque tour de boucle, je vais afficher C. Chaque tour de boucle, ça va prendre une valeur et ça va l'afficher. Et donc, si vous enregistrez, vous pouvez aller voir et donc il va vous afficher la liste. Toto, Momo. Alors, si vous voulez que les choses soient jolies, vous pouvez utiliser Bootstrap par exemple. On utilise Bootstrap. Alors ici, Bootstrap, donc vous faites npm install Bootstrap aussi. Donc, on va utiliser ça parce que ça va rendre un peu les choses jolies. Hein. Donc npm install Bootstrap. Et à partir de là, on va dans notre fichier index. Ah, je pense que puisque j'ai copié tout à l'heure ça, il faut ajouter ça. Hein. Node.js. Node module, pardon, Bootstrap dist. Donc il faut ajouter dans votre fichier HTML la librairie Bootstrap pour pouvoir l'utiliser. Alors je reviens à mon composant, s'il vous plaît. Donc ici, vous pouvez appliquer des classes. Vous allez voir que les classes elles sont très importantes au niveau des projets, de la gestion de l'interface. J'ajoute une classe pour, donc on enlève des classes. Comment faire ça de manière dynamique avec Angular. Donc ici, ma classe ici c'est list group. Et pour mes éléments ici, c'est list group-item. Ouais, pour chacun. D'accord? Alors, donc, ça va. Donc, ça a changé. Donc, c'est une vraie... Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, pour résumer ici, donc ici, on a utilisé ngFor pour faire une boucle sur un tableau. Maintenant, ce que je veux faire ici, parce que j'ai ici un contact qui est égal à Toto, je pourrais faire ici ça, égal à contact this.contact, où on fait ça dans le constructeur. Hein. Donc ici, contact string. On va utiliser un constructeur. Et pour utiliser un constructeur, c'est ça. On ne met pas de paramètres. Et je vais initialiser dans la création de la classe this.contact égale this.contact avec s de 0. Je prends le premier élément. J'initialise. D'accord? Alors, maintenant, quand je fais ça, ben, ça ne va rien changer. J'ai une variable ici, j'ai une variable contact, ici, qui contient le premier élément. D'accord? Alors, je veux, s'il vous plaît, je veux que le contact qui est ici soit sélectionné dans la liste. Ça, c'est des premières des choses que vous allez avoir très souvent à faire. Et donc, alors, pour le sélectionner, c'est simple. Vous pouvez, au niveau de la classe ici, ajouter active. Mais là, ça va faire quoi? Ça va activer tous les contacts. Je le fais. Et donc, tous les contacts, ils vont devenir bleus, je pense, bleus. Je veux que ne soit sélectionné que le contact qui est bleu. Enfin, qui est le contact qui est dans contact. Voilà. Alors, if, non. Donc ici, on va commencer par utiliser les classes. Alors, je reviens ici à la ligne. Je suis toujours à l'intérieur de LI. Alors, la première des choses ici, c'est ngClass. ngClass. Alors, ng de classe. Et vous donnez le nom de votre classe, active. C'est active que j'ai utilisé tout à l'heure, ici. Mais ici, vous mettez une expression booléenne.
Alors, l'expression maintenant pour nous, ça va être quoi? Ça va être C égale contact. Et tout le monde est d'accord que C, c'est la variable de la boucle. Et contact, c'est le contact que j'ai ici. D'accord? Donc, si j'enregistre et je reviens ici, théoriquement, on devrait avoir uniquement le premier contact qui va être sélectionné. D'accord? Si, par contre, ici, j'initialise avec une chaîne vide, si j'initialise avec une chaîne vide, je reviens ici, aucun contact ne sera sélectionné. Ça va? Ouais. Alors, nous voulons que quand je clique sur un contact, il soit sélectionné. Je veux que quand je clique sur un contact, il soit sélectionné. Et là, on va utiliser le data binding dans cette direction. Et donc, il s'agit à ce moment-là d'un événement. Quand je clique, je fais quelque chose. Alors ici, s'il vous plaît, quand je clique, donc il y a des choses que je dois ajouter ici au niveau du LI. Je clique sur le LI. Et donc ici, clique, et il faut mettre ça entre parenthèses. Et vous pouvez mettre votre truc ici, mais en général, vous appelez une méthode dans votre classe. Et donc ici, je fais select de C. Je sélectionne C. L'élément courant. Et donc, je viens ici et je définis ma méthode select. Et je lui passe comme paramètre un contact, ici pour nous. Donc, c'est contact. Deux points, et il faut dire le type, c'est string. D'accord? Et qu'est-ce qu'on va faire? This.contact égale contact. Ça va? Je ne mets pas les points virgules, ça pollue un peu l'atmosphère. Il suffit de revenir à la ligne. Voilà. Donc ici, CTRL S, c'est bon. Si je reviens vers mon application ici, quand je clique sur un contact, vous allez voir que ça va être vrai et ça va sélectionner le contact. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Je récapitule. J'ai ajouté ici pour chaque LI, quand je clique dessus, j'appelle la fonction select. Et qu'est-ce qu'elle fait la fonction select? Eh bien, il affecte à la variable contact, il lui affecte le nouveau contact. Alors maintenant, ici vous avez une G-class. La classe active, elle n'est appliquée que dans la condition où vous avez C est égal à contact. D'accord? Bon, on continue. Donc alors ici, donc, on a ça. Qu'est-ce qu'on va, on va vouloir faire? Par exemple, on va vouloir ajouter des contacts. D'accord? Alors, ajouter des contacts, ça veut dire qu'il va falloir qu'on mette en place un formulaire pour ça. Alors, mettre en place un formulaire, c'est du ressort du template ici. Et donc, je mets ici, div. Et on va mettre un champ. Alors, comment je vais faire ça? Et j'essaie de faire quelque chose de joli avec Bootstrap. Donc, on va faire ici un class input group. Alors, vous pouvez aussi, donc, en travaillant, vous pouvez aller chercher getbootstrap.com et vous allez vers composants et chercher c'est quoi input group. Input group, c'est ça. Vous voyez, c'est des trucs comme ça, c'est joli. Hein. Donc, on attache un bouton à la zone de texte, ils sont liés. Hein. Alors, donc ici, à l'intérieur, je mets mon input. Il est de type texte. D'accord? Il faut que je lui donne la classe. Je m'intéresse maintenant juste au côté visuel. Form control. Il faut que je lui donne ça. Et deuxième des choses, je crée un span. Et dans mon span, je vais mettre mon bouton qui va s'afficher à droite et qui va me permettre d'ajouter. Donc, je crée ici mon bouton, c'est bouton. Et un bouton, donc pour qu'il soit bien, hein, donc on va mettre la classe btn primary par exemple, primary.
Et à l'intérieur de notre bouton, on va mettre une glyphe. Donc, span, class, égale glyph icon. Et je suis sûr que ici, moi, je n'ai pas l'intelligence pour Bootstrap. Il doit y avoir un moyen pour l'avoir aussi là. Donc, glyph icon, on va mettre ici plus pour ajouter. Et pour mon span ici, ben, il faut mettre une classe. Et il faut dire ici que c'est un input group BTN. Il faut aller voir au niveau de Bootstrap pour voir un peu, c'est juste pour l'interface. Hein. Mais ici, ce qu'il y a, c'est que je vais avoir une zone de texte et je vais avoir un bouton. D'accord? Au niveau de la zone de texte, on va saisir du texte. D'accord? Et quand je clique sur le bouton, je vais prendre ce que j'ai dans la zone de texte et je vais l'ajouter au tableau. Alors, comment on va faire ça? Eh bien, donc ici, au niveau de la zone de texte, à un moment donné, je vais vouloir lire le contenu de la zone de texte. Alors, comment on devrait faire dans la vie réelle? Ben, il faudrait qu'on lui donne un ID, des choses comme ça. Alors, au niveau de Bootstrap, pour référencer un champ, vous pouvez, c'est des raccourcis et tout ça. Donc, je fais name, par exemple. Et ça, la variable name maintenant, c'est une variable de template. Elle va référencer l'élément courant. Et je vais l'utiliser. Ici, là, c'est le bouton. Quand je clique sur le bouton, donc ici, clique, qu'est-ce que je fais? Je vais appeler une méthode. Je vais l'appeler add contact, par exemple. Et je vais lui passer la variable name. Alors, name, ici, ça référencie l'élément DOM. Et donc ici, point value, ça référencie la valeur de la propriété value. Et alors, maintenant, je redescends encore ici en bas. Et donc, on va ajouter la méthode add contact. Il admet comme paramètre name. Deux points, il est de type string. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement, this.contact. Push, il s'agit d'un tableau. Push, name ici, de toute façon pour nous, c'est juste des chaînes de caractères. J'ajoute le. Ça va, c'est bon? Et donc ici, j'enregistre. Et si je reviens ici, donc il faut attendre un petit chouïa. Donc ici, c'est bon. Donc on va ajouter Momo. Ça ajoute Momo. Même si Momo existe. Et ça garde ici la chaîne de caractères. Alors si vous voulez effacer cette chaîne de caractères, ici, quand on appelle add ici, qu'est-ce qu'on va faire? On fait point virgule. Et on va donner une deuxième instruction ici. C'est name.value égale value. D'accord. Name, c'est pas name. Ah oui, donc alors, name.value égale value. Et on peut ajouter name.focus pour mettre le focus sur la zone de texte si on veut ajouter en série. C'est bon. Donc, alors, si je reviens, et bien sûr, mon Momo, il va disparaître ici. Donc ici, on va ajouter Toto cette fois-ci. Et voilà, ça ajoute Toto et ça efface ici. Mais Toto existe. Normalement, il ne faudrait pas qu'il ajoute si Toto existe. D'accord? Alors, à quel niveau on va travailler ici pour faire ça? C'est au niveau de add. Donc, il faudrait qu'on s'assure que... Hein, et on va... Vous voyez ici, déjà, on commence à... C'est des choses ici qu'on devrait déléguer à un service. On va créer, normalement, on devrait créer plus tard un service, service contact service, par exemple. Et ce service contact, il va m'exposer des méthodes, add, etc. Et c'est lui qui va faire toute la cuisine interne pour ajouter, modifier, etc. C'est lui qui va faire les vérifications. Alors ici, donc, on le fait quand même. Alors, comment on va faire pour vérifier si un élément existe ou n'existe pas dans un tableau? Comment on fait? Donc ici, alors, je récupère, je fais let index égale this point contact
.indexIof. Et je cherche name. Alors ça me retourne quoi? S'il le trouve, il me retourne l'indice. S'il ne le trouve pas, il me retourne -1. D'accord? Alors ici, je fais quoi? Je fais un test. If index est égal à -1. Vous êtes d'accord? Si l'indice est égal à -1, j'ajoute. Sinon, normalement, il y a un problème. Je suis en train d'ajouter un truc qui existe déjà. Donc, on essaie déjà comme ça. Si je reviens ici et on essaye, donc je vous l'ai dit, hein, il faut être patient. Donc ici, on ajoute Toto et je fais ça. Il n'ajoute pas. Mais il ne me dit pas pourquoi il n'a pas ajouté. Moi, j'aimerais bien avoir un message pour me dire qu'il s'agit d'un truc. Alors qu'il faudrait, vous allez penser à alerte, etc. Oui, donc on va mettre une alerte. Alors ça, donc ici, je vais déléguer ça à une fonction. On va déléguer ça à une fonction ou une méthode privée de la classe ici. D'accord? Et donc ici, puisqu'il s'agit d'un composant, donc c'est un truc qui va être géré à l'intérieur de mon composant. Ici, je vais faire ici show message. Et je lui dis ici, qu'est-ce que je vais envoyer comme message ici? Je vais dire le contact. On peut utiliser la notation backtick. Le contact. Et j'utilise l'interpolation ici. Le contact name existe déjà. Ça, c'est mon message. C'est mon message que je vais envoyer. Et la méthode, ici, il faut la créer. La méthode. Alors, la méthode, elle concerne uniquement, ici, mon composant. Et donc, la méthode, elle va être appelée uniquement à l'intérieur de ma classe. Je ne vais pas l'appeler d'ailleurs. Et donc, ici, je vais la définir comme private. Private, show. Alors, show, message. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire cette fonction showMessage? Alors, je vais vous montrer que vraiment, le framework, il est vraiment, vraiment bien foutu. Hein? Et vous allez le voir maintenant. Je crée une variable message. Et par, donc égal, je l'initialise à walou. Change. Le message, il n'y a rien. Et on peut appeler ça message error, etc. Ce message, je veux l'afficher conditionnellement s'il y a un message d'erreur. Et donc alors, indépendamment maintenant de show message, tout ce qu'on a fait, je vais revenir ici en haut dans mon template. Et devant tout ça, en haut, je vais créer comme a dit votre camarade, une alerte qui affiche ce message. Alors je fais div, je lui donne classe alerte, ça c'est Bootstrap encore, alerte, danger, parce qu'il s'agit d'un truc qu'on ne souhaiterait pas avoir, alerte danger. Et donc mon message aussi, je vais le mettre à l'intérieur d'un paragraphe, P. Et donc pour afficher mon message, on va faire ici le data binding. Je vais lire tout simplement la valeur de l'attribut message. Alors pour commencer, ici, on va mettre du bla bla. Ça, c'est notre message. Si je reviens ici, on devrait avoir un message qui va apparaître, mais il va apparaître tout le temps. Moi, je veux que ce message n'apparaisse que si le message contient une chaîne non vide. Voilà, donc on va commencer à utiliser ngIf. Et c'est très intéressant, ngIf, dans le sens où donc ici, on pourrait penser à utiliser autre chose, hein, au lieu de ngIf. Hein. Parce que ngIf, il a un comportement, c'est qu'il enlève complètement l'élément du DOM. Mais bon, on va l'utiliser, et donc ça va être la première utilisation de ngIf. Et donc alors, il faut toujours commencer par l'étoile, hein, ngIf. Et quelle est notre condition ici? Il faut que message, hein, il s'agit d'un texte, hein, soit différent de chaîne vide. Hein, différent de chaîne vide, tout simplement.
Alors, bien sûr, ici, il est différent de chaîne vide, on va le voir. Mais si j'enlève ici ça, quelque chose qui ne va pas, quelque part. CTRL S. Show message n'est pas défini. Ah, ok. Donc ici, show message. Oui, oui, ok. Donc ici, show message, c'est MSG, de points et de type string. Et on va voir comment on va faire maintenant à l'intérieur de show message. Là, il ne doit plus y avoir de problème. Show message, c'est ça? SH. Et pas show message, this, pas show message. On est dans le contexte d'une classe, hein. Donc ici, si je fais show message, pour lui, ça doit être une fonction qui est définie à l'intérieur de ma méthode. D'accord? Je suis dans le contexte d'une classe, ben ici, ça c'est une méthode qui est privée, tout simplement. Et alors, si je reviens ici, donc mon message ne va pas apparaître. Mais ici, si je fais ici, alors j'attends que ça vienne. Si j'écris Toto, bien, il va m'afficher le message, c'est ça? Non? Parce qu'on n'a rien fait ici. Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire ici? This.message égale MSG. Vous êtes d'accord? Mais si je fais ça, il va m'afficher le message tout le temps. Alors, je fais CTRL S. On le teste quand même. Hein. Et il va rester le message. Il ne va pas s'effacer. Parce qu'il va falloir décider à un moment donné de l'effacer. D'accord? Et donc, en général, il faut afficher un message un certain temps et l'effacer. Et donc, ici, je fais Toto, je fais ajouter, il m'affiche le message, et le message va rester là, il ne va pas bouger. Alors, je veux l'effacer, donc, mon message. Eh bien, pour effacer mon message, eh bien, set timeout. Je vais utiliser set timeout. Et dans set timeout, ici, on peut mettre, par exemple, une valeur. Alors, je vais mettre ici duration, une variable qu'on va pouvoir aussi passer ici, duration. Là, je suis en train d'utiliser duration, c'est un number. Et il a pour valeur par défaut, par exemple, 2000. Je peux l'utiliser ou ne pas l'utiliser dans l'appel. Si je ne l'utilise pas, il va avoir une valeur de 2000 millisecondes. Et ici, je dois mettre une fonction. Alors, je vais la mettre dans comme ça. Qu'est-ce que je vais faire ici? This.message égale voilà. Et donc, après duration, cette fonction va être exécutée. Et qu'est-ce qu'elle va faire? This.message, et il va le mettre à 0. Donc, si je reviens ici, j'essaie d'ajouter un truc, ça va m'afficher le message, et après un certain temps, ça va le masquer. Il y a un problème. Set timeout, CTRL S, je réactualise. Alors, duration. Et là, ma fonction. Hein? This.message, c'est ça. C'est ça le message qu'on a mis ici. Et non, ce timeout, c'est une fonction globale, donc accessible dans le scope global, donc vous pouvez l'utiliser directement. Et alors, pourquoi il me fait ça? Déjà, il me dit 404 ici, je ne sais pas ce 404 d'où il vient ici. Il cherche timers, qu'il n'a pas trouvé. 404.
Et donc timer, c'est timeout, ça a quelque chose à voir. Nous, bon, on s'en fout. Donc ici, alors, je vais juste changer un peu le truc ici. Je vais mettre les accolades. Et donc, je vais extraire ma fonction pour qu'on la voit mieux avec les paramètres. Voilà, j'appelle ma fonction, c'est timeout, et il fait ça normalement après duration. Je reprends. Alors, actualiser. Found in. De toute façon, si on veut afficher le message et le masquer, on est obligé de faire de retarder. Et donc, on devrait utiliser ça. Alors, donc, on laisse tomber. Hein? Ah, c'est-à-dire, on peut faire des choses si vous voulez. Hein. Donc, ici, si vous voulez qu'on s'en sorte sans problème. Donc, on va mettre ici dans notre... mais c'est ce qu'il faut faire. Hein. Et moi j'aimerais bien que ça s'affiche et ça s'enlève automatiquement. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire ici? Par exemple, on va dans notre alerte ici, puisqu'on a compris le principe. Donc ici, quand on clique, on va appeler une méthode qu'on va appeler hide, simplement. Et donc, l'utilisateur, on va le laisser prendre son temps pour enlever le message. Donc, c'est juste pour résoudre le problème. Mais normalement, ce qu'il faudrait faire, c'est ça. C'est ce que j'avais mis ici. D'accord? Alors ici, dans show message, donc ici, on l'affiche. Et puis ici, hide, ça doit être une méthode publique. On va revenir tout à l'heure. Donc, on va trouver certainement pourquoi ça n'a pas marché. Et normalement, ça devrait marcher. Hein. Alors ici, donc, je fais hide. Alors, qu'est-ce que je fais ici? This, point message, et c'est ça le truc qu'on voulait faire tout simplement. Et donc il faut le remettre à ça. Et c'est ça la puissance. Et moi, quand je vois ça, c'est vraiment très très intéressant. Ça veut dire que quand vous créez ici un élément DOM, et ça reste toujours actif. Et ici, le test que vous mettez ici, à tout moment, quand il va changer, ça va triggerer, enfin ça va activer le truc. Et donc, on essaye ça. Théoriquement, là, ça devrait marcher. Donc, je fais ici... alors, j'attends parce que ça doit venir. Je l'active. Donc, je lui dis, par exemple, Toto, il va m'afficher le message. Et si je clique, le message s'en va. Donc, on fait les choses vraiment très bien. Alors, quand vous cliquez, vous pouvez faire une animation pour que ce soit un peu joli. Mais si vous voulez faire une animation, vous avez toujours besoin de ce timer, etc. Donc, obligé, il faut avoir ce timer. Alors, je ne sais pas pourquoi il m'affichait ça. C'est pas grave. Donc, on continue. Oui. ngIf, il enlève. Ah oui, ngIf, il ne masque pas, il ne met pas display non. Il enlève complètement l'élément DOM. Vous ne le voyez pas. Et quand la condition change, il devient true, eh bien, il affiche, il recrée. Hein. Donc, il faut faire attention avec ngIf. Si vous mettez ngIf pour un grand bloc, et ce bloc disparaît et réapparaît plusieurs fois, ce n'est pas un bon choix d'utiliser ngIf. Il faut utiliser quelque chose juste pour faire un display non, etc. Et donc, on peut agir sur les styles, comme on a fait tout à l'heure ngClass. Hein. Vous pouvez mettre une classe qui masque, ou bien on peut utiliser ngStyle. C'est un peu l'équivalent de... donc, vous pouvez appliquer juste display non, quand l'élément correspond à une condition donnée. D'accord? Ouais? Non, vous n'êtes pas obligé d'utiliser Windows. Parce que là, j'ai... Hein?
Non, non. Ça veut dire que quand vous utilisez une variable, vous êtes comme ça, tout à coup, vous êtes dans le scope global. Non, ça doit fonctionner. Donc, on va revenir tout à l'heure, hein, on va revenir offline. D'accord? Et donc, on va trouver la solution. Et tant pis pour. Mais pour ne pas rester trop là-dedans, ce qu'il faudrait faire, c'est ça, c'est set timeout. Je vais l'essayer encore une fois. Set timeout. Et donc ici, je vais retarder ma fonction pendant un certain temps. Et je fais, on a dit, this.message égale wallo. Et c'est ce qu'il faut faire ici après une duration. Après la durée que j'ai passée ici, duration. Je réessaye encore une fois. Tout à l'heure, il ne voulait même pas démarrer. Et maintenant, il y a ce timeout qui ne veut pas marcher. Et donc, on va voir. Donc, elle doit marcher normalement. Non, il ne veut pas. Donc, on va commenter ça. On laisse quand même, hein, ici, et on la commente. D'accord? Alors, après, alors, on a fait ici, dans notre composant, on a vu comment ajouter un élément. Et si on voulait le modifier, un élément, comment on va faire? Modifier un élément. Donc ici dans le template, bien, quand je clique sur l'élément, je le sélectionne et je le modifie. D'accord? Alors, quand je clique sur l'élément, c'est-à-dire quand je clique sur le span ici, il va être sélectionné. Et donc, on va l'afficher dans le input qui est là. D'accord? Alors, pour l'afficher dans le input, s'il vous plaît, ici, je vais dire au input, regardez, value égale contact. On peut faire l'interpolation. Je peux mettre value sans les crochets égal et mettre l'interpolation, double moustache, pour lire la propriété. C'est du data binding, ça, dans la direction de la classe, si vous voulez, du modèle, vers le template. D'accord? Et donc, quand on fait ça, quand je vais cliquer sur l'un de ces éléments, on va voir la valeur ici. OK? Alors, donc, ça va venir. Je clique. Je clique. Je clique. Je clique. Mais je veux, s'il vous plaît, que quand je clique ici, je veux que ça affiche là et que ça m'affiche ici un autre bouton qui est modifié. Et non pas celui-ci. Voilà, donc il faut faire un test. Alors le bouton qu'on affiche, c'est ici, vous êtes d'accord? C'est ça le bouton. Add contact. Je le copie. Et donc ici, add, je vais changer, je vais mettre ici success. Et ici, on va mettre edit. Et ici, on va appeler une méthode update contact et on lui envoie le nom. D'accord? Quand je clique dessus. Mais il faut faire des tests. Quand est-ce que ce bouton sera affiché? Quand est-ce que l'autre sera affiché? Oui. Oui. Hide de Bootstrap. Oui, mais à une condition donnée. Oui, on peut faire ça. Juste masquer. Ou on peut utiliser tout simplement, pour nous ici, puisque l'élément il ne contient pas beaucoup d'autres éléments, donc on peut utiliser ngIf. Il s'agit tout simplement de faire un test. Et donc ici, ngIf. Et alors, quel est le test que je dois faire? Si le champ contact, alors si le champ contact, l'attribut de la classe contact égale chaîne vide, ça veut dire qu'il n'y a pas d'élément sélectionné. Et si sinon, c'est-à-dire je copie ça, sinon on affiche ça, ça veut dire qu'on veut mettre à jour. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Et donc ici je mets différent.
Et donc, je fais CTRL S. Et si je reviens ici, j'ai pas compris. Ouais. Ouais. Mais là, on va enlever la sélection ici. Bien sûr, quand vous faites ça, si vous ne voulez pas modifier, vous cliquez et vous gardez l'ancienne valeur, tout simplement. Donc, c'est un truc, on peut faire ça de plusieurs manières. Mais donc ici, on appelle la fonction ici update contact. D'accord? Et dans update contact, on lui envoie normalement le nouveau nom. D'accord? Et donc ici, je vais ici et on va définir notre méthode update contact qui doit être publique. Update contact. Et qui reçoit name de type string. OK? Et qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va modifier. OK, qu'est-ce qu'on va modifier? On va modifier un élément dans le tableau, celui qu'on avait sélectionné. Voilà, donc ici on va récupérer l'ancien, donc ici on va chercher son index, égal, et donc this.contacts, on va utiliser index of, de quoi? De this.contact. Vous êtes d'accord? Et donc quand je vais trouver le contact, eh bien je vais le modifier par la nouvelle valeur. Et donc on peut prendre la précaution ici, la précaution par exemple de vérifier s'il n'y a pas un contact, c'est-à-dire ici j'ai Toto ici, si je modifie Lolo et je mets Toto, et donc il faut vérifier que le nouveau nom n'écrase pas un ancien nom. Alors comment on va faire ça? Donc déjà ça, on connaît l'indice de l'élément qu'on va modifier. Ben, il faudrait qu'on cherche que la nouvelle valeur n'existe pas aussi. Donc ici, on fait un test aussi. Let new ouais, donc new index, enfin pas new index. On va appeler ça i, tout simplement. Hein, égale this.contact. .indexOf. Et là, je cherche quoi? Name. D'accord? Et alors, si maintenant, il faut que le nom n'existe pas, enfin, le nouveau nom n'existe pas pour faire le... Et donc, je fais un test, if i, il doit être égal à -1. Ça veut dire on n'a pas trouvé. Et c'est uniquement là qu'on va faire le traitement. Et donc là, le traitement qu'on va faire, eh bien, c'est this.contacts 2. Il s'agit de, je modifie donc ici de index égale name, la nouvelle valeur. Sinon, else, donc ici message, et donc ici show this. Voilà, donc la chaîne de caractères. Donc ici, ce contact existe déjà. Contact existe déjà. C'est ça? La machine existe déjà. Oui, existe déjà. Et donc je vais mettre ça. C'est un message différent que celui de tout à l'heure. Ah, donc on pourrait tester ça. Non? Non, j'ai enlevé dès que ce timeout. C'est ce timeout qui nous faisait problème tout à l'heure. Mais normalement, on ne devrait pas avoir ce problème. Alors, donc je modifie Momo. Donc si je mets ici Lolo et je fais update, ça m'affiche le message. Mais ça garde ça. Donc il faudrait que je revienne. Qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est ce niveau ici. Ou quel que soit le cas, donc on peut faire ici this.message, .contact. Je désélectionne et l'utilisateur doit refaire le travail.
Mais pour ça, vous avez toujours la possibilité d'aller cliquer. C'est ce qu'on avait fait tout à l'heure. On l'avait configuré une fois pour toutes. Et donc là, quand on voit ici Edit, ça veut dire que Contact n'est pas égal à... Hein, c'est différent de chaîne vide. Et donc c'est pour ça que j'ai remis donc ici. Alors je fais Momo. Là, si je fais Lolo et je fais ça, il va m'afficher le message. Voilà. Il va effacer le... D'accord? J'enlève. Je vais modifier Toto. Je mets ici Toto. Et là, ça va modifier Toto. Alors, j'ai ici, donc on peut ajouter maintenant, on peut ajouter Gogo. J'ajoute Gogo. Ah, Gogo existe déjà? Il y a un problème ici. Pourquoi il me fait ça? Ah, je ne sais pas, donc Gogo, je lui dis Gogo, il me dit... Quel est le problème? Donc ça, c'est dans Add. Alors, on va vérifier, c'est qu'on a fait une erreur dans Add et personne n'a rien vu. Add Contact. Je mets ici le nom que je veux ajouter. Je vérifie ici, est-ce que le nom existe? D'accord? Hein? Avant 10? 10.contacts. Après, quelle ligne? Dites-moi quelle ligne? Vous avez les lignes à gauche. 52. Alors, d'accord, ici, oui. Donc, il y a un moins. Il faut avoir les yeux. Enfin, pour. Yes. Alors, un truc ici, je veux à tout moment, s'il vous plaît, je veux à tout moment avoir une vue, elle a la collection, ma collection. Et ici, notre collection, ici, c'est les contacts, s'il vous plaît. C'est les contacts. Et donc ici, dans mon template, je vais afficher ça dans mon template. Je vais tout en bas, s'il vous plaît. Je fais une div, hein, puisque j'ai ici Bootstrap, je peux mettre ici classe, je vais utiliser classe panel par exemple. Alors panel, je pense que ça prend un seul L. Panel default. Et dans ma div ici, je fais ici prêt. Vous connaissez prêt? Oui. Voilà, donc ici, après, ça vous reproduit le texte avec les retours à la ligne, etc. Et à l'intérieur de ça, je vais afficher contact. D'accord, contact. Mais contact, il s'agit d'un tableau. Donc il faut le sérialiser pour qu'on le voit bien. On va utiliser le truc ici, on va utiliser les pipes. Et je ne sais pas pourquoi on n'a pas vu ça tout à l'heure parmi les trucs. Vous avez aussi les pipes. Il y a les directives, mais vous avez les pipes. Alors les pipes, je vais utiliser ça ici. Et donc les pipes, c'est sa pipe. D'accord? Et la sortie que je vais voir ici, contact, je vais sérialiser ça en JSON. Très fort. Et ça, les pipes, vous pouvez les créer vous-même. Moi, mon pipe ici s'appelle JSON. Et je peux continuer, je peux piper encore vers une autre sortie. Je vais utiliser ça. Par exemple, ici, on affiche notre contact. Regardez, s'il vous plaît. On affiche ici notre contact. Et je veux que mon contact soit en majuscule. Je fais ici uppercase. Et là, c'est un pipe qui existe. Ça s'appelle uppercase. Vous avez lowercase. Si vous avez affiché une date, vous avez un pipe pour les dates. Si vous avez affiché un currency, de l'argent, vous avez un pipe pour ça. Et vous pouvez créer vos propres pipes. Alors, CTRL S. Et si je reviens ici, vous voyez ici, il m'affiche déjà Lolo, Toto, Lolo, Momo. Mais ça, c'était avant que de mettre pipe JSON. Et donc là, on devrait avoir ça en JSON. Ça va, c'est Lolo, Momo. Alors, je modifie Momo. Modifier. Et ça se modifie en temps réel ici. D'accord? On ajoute supprimer. On est en train de faire du crude. Donc, on a fait ajouter, on a fait modifier, et il me manque supprimer. Alors, supprimer, on va faire comment ça, supprimer?
Donc au niveau de l'interface déjà, il faudrait que quand on clique sur le LI peut-être, il faudrait qu'on ajoute un bouton sur le LI. Et donc notre LI, il est où le LI? Il est ici, là. Et avant la fin de mon LI, j'ajoute un bouton. Hein? J'ajoute un bouton, s'il vous plaît. Bouton. Et donc ici, classe BTN. BTN danger. On va supprimer. Et dans mon bouton, je vais ajouter un span. Et donc on va mettre ici classe, on va utiliser les glyph icon. Glyph icon. Alors ça doit être quoi? Donc minus, pour supprimer. Le signe moins. Et qu'est-ce qu'on va ajouter pour notre bouton? Ouais. Donc déjà mon bouton, je vais lui dire alors aussi BTN XS pour qu'il soit très petit un peu. Je peux lui dire pull, ça c'est des classes pull right. Right, j'ai acheté, je veux que ce soit tout à fait à droite. Et quand on clique sur notre bouton, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler une méthode, donc clic, et donc on va appeler ça delete contact. Ou remove, c'est plus propre, remove contact. Et donc ici, je lui passe le contact, C. Et on va définir c'est quoi remove contact ici, la méthode remove contact. Remove contact, je lui passe un contact qui est de type string, et, ouais, contact. Alors, enlever le contact d'un tableau. Pop. Non, si vous faites pop, c'est vous enlevez le dernier contact. Là, c'est... Hein? Donc, il faut trouver son indice, déjà. Donc, je fais let index égale this.contacts .indexOf. Et je cherche ici pour contact. Contact, c'est le nom, contact ici. Et si... il manque quelque chose? Oui. Alors, accolade. Et donc, si l'indice if index est supérieur à -1, c'est ça? Alors, s'il trouve l'indice, il l'enlève. Et donc, ici, pour enlever, c'est this.contacts. Vous avez la méthode splice pour les tableaux. Il suffit de lui donner l'indice et combien d'éléments à partir de cet indice vous voulez enlever. Voilà. Et donc là, ça va me supprimer. Est-ce que ça va? On a fait ING4. Ça, c'est des directives ING4. C'est ça ce que je disais tout à l'heure, les directives, il y en a d'autres. Hein. Il y a NG switch, par exemple. Hein, c'est intéressant parce que vous pouvez avoir plusieurs options. Hein. Alors, ici, donc, voilà, supprimer. Ah, ça supprime. On peut ajouter. J'ajoute. J'ajoute encore Toto. Vous voyez ici, c'est en majuscule. J'ajoute Toto, message. Ah, je clique, il s'en va. J'ajoute Gogo, message. Je clique, il s'en va. On ajoute quoi alors? Roro. Voilà. Je n'ai que ça. Donc, voilà. Donc je clique, je sélectionne pour modifier. Ça modifie. Voilà. Je supprime, c'est bon. Ok, quelle est l'étape suivante, s'il vous plaît? Alors, l'étape suivante, ça va être quoi, à votre avis? Est-ce qu'on va traiter des utilisateurs comme ça, des contacts comme ça, qui ont juste un nom? Ça doit être normalement, il faudrait qu'on crée une classe contact. D'accord? Donc, ça va être externe.
Maintenant, tout le traitement qu'on fait ici, je vous énonce ce qu'on devrait faire après. Tout ce qu'on fait ici, remove contact, etc., tout ça, c'est des traitements qu'on devrait normalement faire dans un service. Dans un service. Et donc, on va déclarer un service, s'il vous plaît. Et dans le constructeur ici, on va injecter ce service. Vous allez voir que c'est très simple. Il s'agit de créer tout simplement une classe. D'accord? Et donc, on va injecter ce service et on va l'utiliser. Ce service va avoir les méthodes add contact, remove contact, update contact, tout ce que vous voulez. Et on s'en fout d'où il ramène le contact. Je lui donne get contact, le service.get contact, il va me donner les contacts. Et ces contacts, il se peut qu'il aille les chercher sur Internet ou dans le disque dur, je m'en fous. Enfin, quelque part. D'accord? Et voilà. Après, s'il vous plaît, je continue. Après, ici, toutes les balises qu'on a utilisées ici. Toutes les balises que nous avons utilisées ici. Nous sommes dans la balise ici, dans l'élément MyApp. Vous êtes d'accord? Nous sommes dans l'élément MyApp. Toutes les balises que j'ai utilisées, HTML, que j'ai utilisées ici, c'est des balises HTML. Je n'ai pas utilisé de nouveaux composants. Eh bien, on va plus tard, ce qu'on devrait faire, c'est de créer, par exemple, un composant qui m'affiche un contact. Parce que ici, quand je clique sur contact, eh bien, j'aimerais bien voir le détail du contact. Eh bien, pour voir le détail du contact, je vais avoir un autre composant qui affiche, qui est spécialisé dans le détail du contact. D'accord? Et ce composant détail du contact, lui aussi, peut-être, il va avoir besoin d'autres composants qu'on va créer. Et donc, on va avoir une imbrication, etc. Donc, pour le moment, on est resté uniquement à la racine. Voilà, donc on s'arrête là. On a fait beaucoup de temps. Bon, stop.